Bonjour Michel Maffezoli, vous êtes philosophe, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France notamment, et c'est toujours un plaisir que d'avoir une conversation avec vous, toujours enrichissante. On va parler de votre nouveau livre, Sur le Grand Orient. Les lumières sont éteintes. La perte de l'idéal maçonnique, c'est aux éditions Guitret Daniel. Ce qui est intéressant dans votre démarche, dans votre livre, Michel Maffezoli, oui, c'est que la description que vous faites de ce qu'est le Grand Orient, qu'est la maçonnerie, aujourd'hui, dans cette critique, ce serait la description faite naturellement par nos concitoyens depuis quelques décennies, parce qu'ils ne connaissent pas, donc ils n'ont jamais idéalisé. Vous allez au coin d'une rue ou dans un café, dans un village de France, vous parlez de la franc-maçonnerie, le grand public va certainement exprimer des arguments qui sont ceux qui sont dans le livre, comme s'il l'avait déjà vu. Bon, disons que pour le grand public, comme vous dites, il y a un côté un peu mystérieux de la maçonnerie, c'est-à-dire que c'est en effet une structure un peu agissante, politique, mais sans bien savoir ce qui est derrière cela. Et puis la conception, il faut bien dire tout de même, la conception que l'on a en général de la maçonnerie concerne précisément le Grand Orient, qui a une vieille tradition, ou plus exactement, qui fait que d'une manière, cette perspective qui est la sienne s'est exagérée, d'être une orientation plutôt de gauche, voire socialisante ou révolutionnaire, et voilà un peu l'image que l'on a de la maçonnerie en général, alors que c'est celle d'une partie de la maçonnerie, c'est-à-dire le Grand Orient. Votre livre plaide-t-il finalement pour la maçonnerie que vous décriviez dans Le Trésor caché il y a pratiquement une dizaine d'années? Oui, vous faites référence à ce livre qui est pour moi, qui m'est cher, ce livre qui a été publié en 2015, Le Trésor caché, mais le sous-titre est intéressant. Enfin, je l'avais mis à dessein, Lettre ouverte aux francs-maçons et à quelques autres, c'est-à-dire pour donner à cette époque ce qu'était de mon point de vue, oui, l'essence de l'ordre maçonnique, ce qui est d'une certaine manière quelque chose que l'on retrouve dans toute société, c'est-à-dire dans toute civilisation, pardon. Il y a toujours, bien évidemment, des sociétés, disons le mot, n'ayant pas peur du mot que je vais employer, qui ont pour fonction d'être, si je puis dire, ésotériques, c'est-à-dire qui s'emploient précisément à rechercher l'essentiel, non pas à se préoccuper de ce qui advient politiquement, mais de ce qui est un peu la source de l'esprit, je dirais. Alors dans ce livre, Le Trésor caché, déjà à l'époque, et pour tout vous avouer, je l'écrivais justement, c'était une lettre ouverte pour rendre attentif au fait que le Grand Orient était en train de perdre ce trésor, en train de le dilapider, voilà. Et dans le petit plan pamphlet auquel vous faites référence, les lumières sont éteintes, le Grand Orient, les lumières sont éteintes, je tire en quelque sorte les conclusions d'une dizaine d'années de réflexion, d'action même d'ailleurs, je dois le dire, au sein du Grand Orient, où j'ai toujours rendu attentif au fait qu'il fallait garder ce trésor. Il a été dilapidé, c'est ce que j'explique dans mon dernier livre. Vous présentiez d'ailleurs la maçonnerie comme une sorte de club de réflexion et de liberté, en allant même, je crois, à parler d'une sorte d'encyclopédie libre, de Wikipédia, c'était à peu près ça. Oui, bien sûr, je disais, mais voyez, pour moi, la maçonnerie est en quelque sorte telle qu'elle s'est restructurée au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, puisque c'est vers le XVIIIe siècle que cela prend un certain essor, d'abord en Angleterre, en France et ensuite en Europe en général, n'est que la reconduction de ces sociétés de pensée qui étaient les pythagoriciens dans l'Antiquité, qui étaient les mystères d'Éleusis, qui étaient la pensée égyptienne, qui était celle des Templiers également, et que l'on retrouve d'ailleurs dans les confréries médiévales, de maçons médiévaux. Voilà, donc pour moi, c'est un élément qui est structurel. Si je le dis à la manière d'un de mes maîtres, Gilbert Durand, qui a écrit des très beaux textes sur la franc-maçonnerie d'ailleurs, eh bien, c'est une structure anthropologique, quelque chose qu'on retrouve constamment. Alors, le Grand Orient a pu être cela à partir du XVIIIe siècle. Moi, ce que je dis, c'est que
il a été pendant fort longtemps, et puis il est devenu, d'ailleurs le mot vous venez de l'employer, pour moi c'est pas un mot, je l'emploie d'une manière péjorative, il est devenu qu'un club, un petit club politique, en quelque sorte. Je dis même politiste, un club quasiment de syndicalistes, en quelque sorte. Voilà, mais donc du coup, il a perdu ce trésor qui, encore une fois, ce trésor que j'ai dit caché, qui me paraît être le propre même de toute civilisation qui a besoin, en quelque sorte, justement de lieux, de sociétés où on s'attache à l'essentiel et non pas au superflu. Alors pourquoi la franc-maçonnerie est-elle tellement caricaturée depuis longtemps chez la plupart de nos concitoyens? Quand vous parlez de la franc-maçonnerie, beaucoup de gens vont vous répondre spontanément, c'est pour connaître du monde, c'est pour faire carrière. Oui, alors mettons en perspective, s'il vous plaît, cette opinion que vous venez d'indiquer, qui est juste, en effet, et qui est répandue, n'est que depuis. Ma position, je suis pas journaliste, hein, j'essaie de mettre en perspective sur la longue durée. C'est une opinion qui s'est répandue, je dirais, dans les dernières décennies, 4 ou 5 décennies. Voilà, ce qui est pas négligeable, hein, bien sûr. Mais et pourquoi cela? Eh bien, parce que peu à peu. Attention, pas la franc-maçonnerie, mais une partie de la franc-maçonnerie, en la matière, celle qui est le plus connue, c'est-à-dire le Grand Orient, justement, si j'emploie un terme que je dis dans ce livre, c'est en quelque sorte abattardi. Il a oublié ce qu'était, en quelque sorte, encore une fois, son origine, ce que j'appelle l'ordre, qui est maintenu dans d'autres obédiences. Moi, je connais bien d'autres, c'est-à-dire d'autres regroupements. Moi, je connais bien d'autres maçons qui ne sont pas au Grand Orient et qui ont gardé cette grande perspective symbolique, cette grande perspective spirituelle. Mais il se trouve que le regroupement, l'obédience dont on parle le plus, le Grand Orient, progressivement, je dis bien dans les quelques dernières décennies, a mis essentiellement l'accent sur une dimension à la fois politique, affairiste, d'entraide, etc. À l'origine, c'est pas cela. À l'origine, bien sûr, il y a de la solidarité entre les membres, mais cette solidarité est tout à fait secondaire. Elle est un élément de la solidarité générale qu'exerce le maçon par rapport à tout un chacun. Il s'est trouvé que dans le club maçonnique du Grand Orient, cet affairisme ou cette solidarité est devenu un copinage. Alors là-dessus, l'opinion publique a bien sûr raison. Pourquoi l'esprit de liberté a-t-il disparu de la maçonnerie? Par qui? Pourquoi? Comment? Ça s'est fait évidemment longtemps, sur une longue période. Oui, c'est un vrai. Ça, vous avez raison, c'est le vrai problème, puisque ce qui était à l'origine même de la maçonnerie, et ce qui existe bien sûr dans d'autres obédiences, c'est la liberté de penser, et c'est même une des structures qui est affirmée régulièrement, même au sein du Grand Orient. De fait, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Je m'explique dans ce livre en montrant que, comme beaucoup d'institutions, celle-ci, je dirais, a privilégié une techno-bureaucratie. En gros, la petite caste oligarchique, qui en quelque sorte a le pouvoir. Et du coup, cette caste qui, pour maintenir son pouvoir, eh bien, a dénié cette belle et grande idée de liberté d'esprit, du fait que il y a une multiplicité d'approches, d'abords, etc., et qu'on ne peut pas privilégier une attitude. Et cette technobureaucratie, je l'appelle, pour tout vous avouer, dans ce livre, vous avez pu le voir, une bureaucratie diabolique. Bureaucratie diabolique dans le sens simple du terme, le diabolos en grec, c'est celui qui coupe, celui qui sépare. Et là, en la matière, cette technobureaucratie, oui, est devenue une sorte d'inquisition, presque une forme de cléricature, en quelque sorte, qui veut imposer une seule idée, celle de la bien-pensance, celle d'ailleurs des pouvoirs publics, on l'a vu dans les 3 dernières années, je m'en explique dans ce livre, où cette franc-maçonnerie n'a fait que reproduire en quelque sorte les injonctions du pouvoir, alors que la liberté de penser faisait qu'on pouvait se poser des questions. Moi, je m'en suis posé, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'ère des soulèvements, qui m'a été reproché au sein même du Grand Orient, mais parce que justement, je montrais que au-delà des injonctions, il fallait pouvoir, c'était ça le propre d'un homme libre, de savoir poser des questions avant de donner des réponses.
Et j'ai le plaisir de retrouver Michel Maffezoli. Pour votre livre Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. Michel Maffezoli, je rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes philosophe, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. On évoquait ces lumières, cette liberté, cette réflexion propre au Grand Orient. S'il y a un domaine, et je vais faire un parallèle avec un autre livre qui a été publié il y a quelques mois, Le Temps des Peurs, aux éditions du Cerf. Là, il y a un pont, finalement. Est-ce que c'est justement sur les contraintes individuelles qui ont été posées à la population par nos gouvernants, qui ont été imposées par la population par nos gouvernants, que c'est sur ces points-là que justement la maçonnerie aurait pu apporter un éclairage différent? Moi, il me semble, si vous voulez, j'en suis même certain, et j'ai essayé d'y contribuer à cet éclairage différent. Vous venez de le dire dans ce livre, Le Temps des Peurs, et puis dans L'Ère des Soulèvements, et puis d'une manière générale dans tous mes livres depuis 1978, où je montrais qu'il fallait se méfier d'une société où on hygiénisait tout, où on pasteurisait tout, et que le propre, je dirais, de l'espèce humaine qui est la nôtre, c'est de savoir affronter la finitude, d'accepter le risque, et que c'est ça notre grandeur et notre richesse. Or, il se trouve que, justement, ne disons pas toute la maçonnerie, mais une partie de cette maçonnerie, c'est-à-dire celle du Grand Orient, celle que je critique bien évidemment dans ce livre, s'est employée, dans le fond, à dupliquer les injonctions du pouvoir. Et parce que, justement, il y a cette dimension que je dis d'une manière, avec ce néologisme, le Grand Orient en tout cas, la bureaucratie du Grand Orient, il ne faut pas mélanger tout, mais la bureaucratie du Grand Orient, celle qui a le pouvoir, eh bien, en quelque sorte, comment dire cela, copie la bureaucratie étatique, la technobureaucratie qui, d'une certaine manière, est de plus en plus totalitaire en France, en particulier, vous voyez. Et on a vu dans les 2 ou 3 dernières années, et il y a lieu de se méfier d'ailleurs par rapport à ceux qui risquent d'advenir dans les mois et les années qui viennent. Et on voit bien comment cette intolérance est très forte dans le pouvoir public. Et le Grand Orient, eh bien, a repris à son compte cette intolérance, alors que, à bien des égards, ce qui était encore une fois, si je reprends mon expression, son trésor caché, je dirais l'essence, ses racines profondes, eh bien, c'est la liberté de penser. C'est-à-dire quoi? Celle de savoir poser des questions, non pas d'accepter en quelque sorte un dogme d'une manière verticale, mais ce qui est le propre des débats, quand je discute avec vous, que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, dans les blogs de discussion, je dirais ce qu'on entend dans les conversations quotidiennes. Et d'une certaine manière, elle a dénié cette capacité de poser des questions, d'être différent, voilà, et c'est ce que je critique dans ce livre. Et en ce sens, cette technobureaucratie du Grand Orient ne fait que mimer, copier, en quelque sorte, ce qu'est la technobureaucratie de la verticalité du pouvoir surplombant. Sommes-nous en train de quitter des décennies de lumière pour entrer dans une période moyenâgeuse quand toute tentative de débat sur n'importe quel sujet est automatiquement battue en brèche avec le terme de complotisme, puisque n'importe quel sujet devient religieux et on ne peut plus débattre? Alors, vous voyez, vous me posez une question difficile parce que je dois vous avouer que je suis en train de penser, j'ose pas encore trop le dire, vous voyez, c'est une des premières fois que je le dis, que ce qui est en train de s'élaborer, c'est un nouveau Moyen-Âge. Mais pour moi, le nouveau Moyen-Âge, et je me permettrai pas de dire que les grands esprits se rencontrent parce que j'aurais du mal à me comparer à Michel Maffezoli. Je reste bien modeste. Pas question. Moi, je considère qu'on peut discuter et moi, je vous respecte, bien évidemment. Écoutez, il se trouve que je suis en train de lire un livre de Nicolas Beardaïev, qui est un philosophe russe des années 20 et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Nouveau Moyen-Âge. Le problème, c'est que quand on parle du Moyen-Âge, maintenant, depuis Michelet d'ailleurs, depuis le 19e siècle, c'était un siècle d'obscurantisme.
Alors qu'au contraire, nombre de bons auteurs, je pense à Régine Pernoud et bien d'autres historiens, ont montré qu'il y avait des vrais débats dans le Moyen-Âge. Moi, je travaille beaucoup sur le XIIe et le XIIIe siècle. Pierre Abélard, qui est un philosophe pas négligeable, saint Thomas d'Aquin, qui est un de mes inspirateurs de plus en plus, si vous voulez, montre bien qu'il y avait des vraies discussions. Quand on lit la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il pose un argument, le contraire, une conclusion, etc. On voit bien qu'il y avait un débat. Actuellement, c'est vrai que il y a eu, à partir du XVIIIe siècle, ce qui fut une belle chose, les Lumières. Moi, pour ma part, je considère que les Lumières ont, à bien des égards, été assez intolérantes. Voltaire en est une bonne expression, et pas que, disons. Peu importe. Ce qui est certain, c'est que justement le Grand Orient, et au-delà du Grand Orient d'ailleurs, toute une série d'intellectuels, d'intelligentsia, se réfèrent aux Lumières comme étant quelque chose d'intangible. Or, moi, je montre que les Lumières deviennent de plus en plus clignotantes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, si vous voulez, ce n'est plus un de mes livres, il y a pas mal d'années, c'était intitulé « Éloge de la raison sensible ». Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas nier la raison, mais pas que la raison devienne une systématisation, un rationalisme. Alors que je montre que ce que nous sommes, ce qu'est chacun d'entre nous, ce qu'est une société, c'est qu'il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Un homme sans ombre est un zombie, a-t-on pu dire. Une société sans ombre n'existe pas. Et donc, moi, je pense que le propre du débat, c'est de rappeler cette espèce de complémentarité. Et dès qu'on pose cette question, on se fait taxer, en effet, de complotiste. Voilà. Alors que, je dirais, c'est le bon sens populaire, la sagesse populaire, qui sait qu'il y a de tout pour faire un monde, qui sait que à côté de l'ombre, il y a de la lumière, à côté du jour, il y a la nuit, à côté de la vie, il y a la mort, etc. Voyez, on pourrait multiplier à l'infini cette dichotomisation du monde. Pour moi, elle est importante. Alors oui, vous avez raison. Moi, je pense que à la fin de cette modernité, peut-être sommes-nous en train de restaurer un nouveau Moyen Âge avec la dynamique et le débat très fort qui était celui qui existait à ce moment-là. Ce qui est inquiétant, vous dites le débat très fort, ça veut dire que sur de nombreux sujets, est-ce qu'il faut se méfier finalement, j'ai envie de finir là-dessus, de toute attitude qui nous ferait penser à une sorte de religion que l'on ne pourrait pas contester. La religion qu'on ne peut pas contester, c'est quand on ne peut plus débattre, on ne peut plus avoir posé même la moindre question qui serait susceptible d'être interprétée comme mettant en cause le dogme religieux. Quand vous parlez, je prends l'exemple sur le climat, sur les vaccins, sur le confinement. Oui. Voilà. Mais bien sûr. Écoutez. Et là, il faut se méfier. Je le pense, moi. C'est-à-dire, vous voyez, dans le livre que vous avez cité aimablement de moi, Le Trésor caché, je rappelle qu'au Moyen-Âge, dans les couvents, les frères laits, c'est-à-dire les frères convers, c'était on dirait de nos jours les techniciens de surface, ce n'étaient pas les curés. Il y avait les moines qui récitaient l'office et les frères laits qui balayaient, si je puis dire. Les, ça veut dire en grec, laos, c'est le peuple. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui étaient les laïcs, c'était pas justement les clercs, c'était pas les curés. Et le paradoxe, c'est que progressivement, et c'est le cas au Grand Orient, ces laïcs sont devenus des nouveaux curés, une nouvelle caricature, une nouvelle inquisition qui interdit de penser, qui interdit de poser des questions. Moi, je considère, oui, qu'il faut, alors vous l'avez dit, à propos de ce qui s'est passé concernant le confinement, concernant ce que j'ai appelé le port de la muselière, concernant les gestes barrières et tout y quant, eh bien, il y a lieu en tout cas, de poser des questions. Moi, je discute avec nombre de bons esprits. Moi, je suis pas compétent pour en parler médicalement, mais il n'en reste pas moins que nombre de bons esprits, le professeur Raoult en est un, avec qui je discute souvent et qu'on se rencontre souvent, eh bien, montrait bien qu'il y avait lieu de poser des questions, non pas d'accepter d'une manière totalitaire ce qui était le propre même des inquisitions, le propre même des injonctions étatiques. Voilà, moi c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet essai en montrant que dans le fond le Grand Orient, copiant
l'autoritarisme du pouvoir a oublié le cœur battant qui était le sien, c'est-à-dire encore une fois la liberté de penser. Et que dès le moment où on est un esprit libre, actuellement, on est accusé de complotisme. Moi, je dis que non. Il me paraît que quand on regarde les jeunes générations, eux, ils sont des esprits libres, eux, ils ne se soumettent pas, et il y a lieu d'être attentif à cela, ce à quoi je rends attentif personnellement. Merci Michel Maffezoli de nous avoir parlé de votre nouveau livre, Le Grand Orient, les lumières sont éteintes aux éditions Trédaniel. Michel Maffezoli, je rappelle, vous êtes philosophe, sociologue et professeur émérite à la Sorbonne, notamment membre de l'Institut universitaire de France. Oui, une dernière question qui me vient à l'esprit avant de conclure. Votre livre est vraiment dans le très bon classement des ventes, notamment sur Amazon. Là, je le regarde encore direct. Êtes-vous surpris de cet intérêt ? Un peu. Je dois vous avouer un peu. Parce que la franc-maçonnerie, c'est pas le sujet de tous les jours. Exactement. C'est vrai. Et il se trouve que, au travers de cet exemple que je donne, je répète, pas simplement la maçonnerie en général, mais véritablement le Grand Orient, eh bien, ça pose des questions. Il y a énormément de discussions qui sont entre moi, si vous voyez le nombre de messages que je reçois de divers côtés, et puis pas mal d'émissions que je fais pour en parler de ce livre, ça m'a étonné, je dois vous avouer, mais je pense que c'est parce que justement, vous voyez, au-delà de l'injonction du pouvoir, au-delà de l'inquisition, cet autoritarisme de la technostructure étatique, et vous avez compris, pour moi la technostructure est également diabolique du Grand Orient, il y a actuellement un désir de discuter, vous voyez. Un des grands philosophes qui a pensé de la postmodernité, puisque je suis un tenant de cette postmodernité, Jean-François Lyotard, disait c'est la fin des grands récits de référence, c'est-à-dire des grands systèmes explicatifs. Et dès le moment où il y a la fin des grands systèmes explicatifs, on revient dans le questionnement. Alors le pouvoir, les pouvoirs établis, le club maçonnique en étant un, essaie d'imposer une seule vérité. Moi, je considère que quand on regarde les réseaux, quand on entend les discussions, les blogs, les forums de discussion, eh bien, il y a là actuellement un vrai débat qui est en train de se faire. Je suis optimiste là-dessus, personnellement. Merci Michel Maffezoli du temps que vous m'avez consacré ce matin. Merci beaucoup. Sur le Grand Orient, les lumières sont éteintes. Vous êtes très aimable. Merci bien.